Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Décidément, c'est un mois sacrément Star Wars-esque qui s'offre à nous, puisqu'après la vidéo d'il y a 2 semaines dans laquelle je revenais sur le film Rogue One, voilà que Disney débarque avec le premier film de la franchise tiré d'une de ses séries, The Mandalorian and Grogu. Un petit événement en soi, surtout après cette année, sans aucun film Star Wars, plus le fait que les derniers sortis n'aient pas fait l'unanimité. Loin de là. Mais le cas particulier qui se présente à nous cette fois, je l'ai dit, un film qui n'est pas le commencement de quelque chose, mais plutôt sa continuation, nous impose de prendre cette nouvelle œuvre différemment des précédentes. Mais avant d'aller plus loin, vous le savez, le temps est relatif, surtout dans l'espace. C'est pour ça que sur le Nexus 6, il est important de bien le mesurer. Et ça tombe bien, car cette émission est en partenariat avec Holzkern. Holzkern, c'est une marque de montres, bijoux et accessoires pour hommes et femmes fabriqués à partir de matériaux naturels, comme le bois, la pierre, le marbre. Des matériaux nobles qui vous promettent des produits stylés et de qualité. Et puisqu'on parle de science-fiction ici, ça tombe bien, surtout pour les fans de Star Trek, puisque Holzkern propose toute une gamme Starfleet Collection. Inspirée des grandes divisions de Starfleet, commandement, science et opération, cette collection permet d'afficher fièrement les couleurs de votre section favorite. Et moi, je suis capitaine, j'ai donc choisi la couleur or, des dirigeants, des leaders, de ceux qui commandent. et je crois que j'ai rien compris à la philosophie de Star Trek, moi. Des produits uniques avec des matériaux qui vous assurent des produits qui le sont réellement, parce que la veine du bois, la texture de la pierre, ça ne se répète jamais. Du coup, on a vraiment un objet personnel et singulier. Et puis en cadeau, c'est hyper sympa. C'est quand même mieux qu'une fontaine en chocolat. En vrai, qui offre ce genre de merde? À part toi, Maxime. Je te retrouverai enfoiré. Non, les créations Holzkern, c'est joli, original, ça se porte tous les jours. Et rappelons que dans le cas d'une montre, ça indique l'heure aussi, ce qui est pratique. Cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction de 15% sur tout le site avec le code Nexus. Il y a vraiment des modèles pour tous les styles, du plus minimaliste au plus original, alors faites-vous plaisir. Et maintenant, on retourne à votre émission. Déjà, revenons sur la série The Mandalorian, une série au sujet de laquelle je n'ai jamais consacré un seul épisode de Nexus 6. Bizarre, vu que je me suis pas gêné pour défoncer Boba Fett et Obi-Wan. Mais pour ces 2 exemples, il n'y a qu'une seule saison de chaque, donc ça permettait de les analyser correctement. Là où Mando a 3 saisons et est toujours en cours techniquement, donc j'attendais un peu la fin de tout ça avant d'en parler. Mais bon, le film m'oblige à me prêter à l'exercice. The Mandalorian se déroule après le retour du Jedi, dans une galaxie où la Nouvelle République remplace peu à peu l'Empire, défait à la bataille d'Andorre. Une période de transition donc, où subsistent encore des bastions impériaux, ce qui crée une certaine instabilité, propice à toutes sortes d'activités de malandrins. Un cadre dans lequel nous suivrons Din Djarin, aka le Mandalorien. Parce que, c'est un Mandalorien. Notre ami est chasseur de primes, et c'est à ce titre qu'il sera mis sur une affaire qui le mènera à tomber sur bébé Yoda, aka Grogu, un jeune padawan qui a survécu à l'ordre 66 des années auparavant. À partir de ce moment, ces deux-là ne se quitteront plus et formeront une équipe de choc dans des aventures toujours plus rocambolesques les unes que les autres. The Mandalorian fut la toute première série live tirée de l'univers Star Wars. Et ça donne un statut particulier, parce que jusque-là, la Guerre des Étoiles, c'était principalement des films. Même s'il y avait eu des séries animées, le mode d'expression artistique plus sérieux, plus reconnu d'une certaine manière, c'est-à-dire le tournage live, n'avait encore jamais été tenté au format sériel sur cette saga. Il fallait donc pas se rater. Et ils s'en sont plutôt bien sortis. Ce qui m'a surtout plu, c'est cette volonté de proposer à chaque épisode des histoires simples, accessibles à toutes et à tous. Une démarche qui renvoie aux origines de la saga fondée par George Lucas, les récits de SF des magazines pulp. Et cet esprit pulp, on le retrouve dans tout ce qui fait The Mandalorian. Dans la nature des péripéties que rencontreront nos 2 héros, attaque de convoi, ambiance western, confrontation avec des créatures qui rendent hommage à l'âge d'or du space opéra, pour ne citer que ces exemples. Mais aussi dans la manière de conter ces histoires. Pas de fioritures, on avance vite, dans des aventures plaisantes qui s'apprécient pour leur simplicité. Exactement ce qu'étaient les romans pulp dans la première moitié du XXe siècle. Et ça a son charme. Assumer cet héritage donne une réelle cohérence à la série. C'est ce qui fait qu'on va accepter les talos un peu mornes, que Grogu soit une bonne vieille marionnette, que plein d'autres aliens en plastique soient encore présents au milieu d'autres mieux faits. Bref, que techniquement, sur tous les aspects inhérents à la production, ça ne soit pas au même niveau que les Star Wars cinéma, bien que les 2 soient au format live. Même si ça reste très correct. C'est ce qui fait que je vais aussi accepter l'utilisation de la technologie du stagecraft. J'en ai déjà parlé par le passé, notamment dans la vidéo sur la série Obi-Wan, le stagecraft, ça me sort par les yeux. C'est très bien sur le papier, mais je trouve que ça écrase les perspectives. Ça conditionne la mise en scène, le placement des caméras, la taille du décor, et même le nombre de figurants. Et souvent, je trouve que ça accouche d'un résultat assez cheap. On sent que c'est du stagecraft.
Ça donne un effet studio très loin de comment de vrais décors naturels rendraient, alors que c'est justement pour essayer d'atteindre ce rendu qu'on utilise cette technique. Et en fait, c'est même pas la comparaison avec des décors naturels qui est vraiment parlant, c'est la comparaison avec un tournage en studio mais plus grand. Souvent, les écrans de Stagecraft sont trop proches de la caméra. Il faut plus d'espace, plus de champ, et c'est pas ce qu'ils font. Et c'est là qu'est vraiment le problème. Dans un studio où t'as plein de place, ça rendrait beaucoup mieux. Du coup, on y croit moins. Mais dans la logique un peu rétro de The Mandalorian, justement ça passe, tout en gardant un niveau de qualité moderne et en permettant de proposer des décors plutôt cool. Ici, c'est un excellent compromis. Mais le point principal qui favorise l'appréciation de cette série, c'est clairement la relation entre Mando et Grogu. Déjà parce que les différentes inspirations que l'on peut sentir me caressent dans le sens du poil, notamment Baby Cart, série de films Shambhala, où Ogami Itto, un Ronin en disgrâce, parcourt un Japon violent avec son fils Daigoro dans une poussette équipée de différentes armes et pièges. Des classiques que je vous conseille absolument. Mais je m'éloigne du sujet. Bébé Yoda. Ce petit con est une vraie putain de réussite. Comment ne pas vouloir le protéger? À partir de là, l'identification des spectateurs à Din Djarin est toute faite. Bon point donc. Mais c'est aussi l'évolution de ce lien et des personnages eux-mêmes qui est à mettre au crédit de la série. Grogu qui va gagner en expérience dans sa maîtrise de la force et dans sa filouterie, évidemment. Mais surtout le Mandalorien qui va progressivement s'ouvrir, passant d'un chasseur de primes taciturne à une figure paternelle plus positive et moins froid dans sa relation avec l'ensemble des personnages. Ça fonctionne. D'ailleurs, petite parenthèse, le tout premier trailer de la série promettait une ambiance bien plus sombre que ce qui a été offert au final. Grogu, il y apparaît même pas. Ça a fait un super effet de surprise quand il nous a été révélé, c'était très bien, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais dans l'attente d'un truc plus dramatique, à la Andor quoi. Mais passons. Un retour à l'univers aventureux des premiers temps de la saga, une esthétique et une narration cohérente avec ce positionnement, tout en étant parfaitement moderne. Des personnages attachants, une exploration d'aspects de l'univers qu'on n'avait jamais vu en live, la société mandalorienne, la vie quotidienne après la chute de l'Empire, etc. Et une bande-son plutôt cool, originale mais en même temps assez minimaliste, tout en restant identifiable et compatible avec l'univers, alors que différente du style de John Williams. Une série qui, cerise sur le gâteau, ne pétait pas plus haut que son cul, bien positionné. Ça faisait du bien. Ouais, en tout cas en ce qui concerne la première saison. Et oui, cette cohérence que je reconnaissais à The Mandalorian a fini par progressivement s'étioler à partir de la deuxième saison. Même si sporadiquement, elle savait garder ce côté un épisode, une histoire qui faisait son charme, et même si elle continue à proposer des moments vraiment cool... Je trouve que peu à peu, elle a fini par s'empêtrer dans ce qu'on va appeler la grande histoire Star Wars. Le passé de Grogu et le mystère qui entoure son origine, tout ce qui concerne les Mandaloriens et qui finit par prendre de plus en plus de place, l'arrivée de Luke Skywalker et Ahsoka Tano dans l'équation, etc., etc. Tout cela n'est pas mauvais en soi, mais le fait que la série change progressivement de braquet narrativement, sans le changer au niveau de sa qualité de production et d'écriture, ça fait que ça ne marchait plus aussi bien à mon sens. Et encore, dans la saison 2, ça passait. Je commençais à sentir un truc qui me dérangeait, mais je laissais le bénéfice du doute au truc. La catastrophe, elle est arrivée après, entre les saisons 2 et 3. Et cette catastrophe, c'est l'apparition de Din Djarin et de Grogu dans la série Boba Fett. Alors attention, ça n'est pas mauvais en tant que tel, c'est même les 3 seuls bons épisodes de cette merde qui méritent un mépris le plus total. Ce qui est désastreux, c'est que leur apparition n'est pas juste un caméo comme ça. Non, on y présente l'évolution de l'arc narratif de leur propre série, alors qu'on est dans une autre. Tu termines la saison 2 de The Mandalorian par une séparation touchante entre les deux protagonistes, et si t'as pas eu la patience de t'infliger Boba Fett jusqu'au bout, voire même de la commencer tout court parce que ça t'intéressait pas forcément, hop, début de la saison 3, tu comprends rien, vu qu'ils sont à nouveau ensemble. Oui, parce que dans les 3 derniers épisodes de Boba Fett, ils ont choisi de foutre leur retrouvailles. Un truc à peine important pour le scénario, quoi. Non seulement c'est un aveu de faiblesse terrible pour la série consacrée au chasseur de primes le plus emblématique de la saga, c'est tellement mauvais qu'il a fallu sauver le truc en ajoutant Mando, mais en plus, ce choix de lier de manière aussi profonde 2 séries qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, c'est juste mettre un couteau sous la gorge du public. Tu veux y comprendre quelque chose? Maintenant t'as intérêt à tout te taper. Une intrication qui ne peut que laisser des gens sur le carreau, même dans une stratégie de spin-off interconnecté. Ça va à l'encontre de toute logique que de créer une situation où, juste en regardant la série de base,
Tu ne peux pas comprendre son histoire. D'habitude, dans un spin-off, les personnages invités ne voient pas leur histoire évoluer à ce point-là. C'est une folie. Et du coup, perso, à partir de là, j'ai commencé à être très prudent vis-à-vis de The Mandalorian et de comment Disney allait la traiter. Et la saison 3 m'a pleinement donné raison. Une intrigue décousue et mal structurée du fait d'une écriture simpliste qui tarde à définir les vrais enjeux, la mise de côté des personnages principaux au profit d'un récit plus global sur les Mandaloriens en général, et puis un raté total sur le retour de Grogu. La saison 2 laissait penser qu'on n'allait pas le retrouver avant pas mal de temps, que les deux personnages allaient évoluer chacun de leur côté. Ça aurait pu donner un truc vraiment cool, des retrouvailles des années plus tard, je sais pas, au moins une saison de séparation, un truc comme ça. Et bonus, mais là je prends mes désirs pour des réalités, ça aurait été parfait de ne pas revoir Grogu pendant très longtemps. Mais non, un retour précipité de notre petit ami vert, qui, au final, n'a presque pas changé. D'aucune sorte. Et même chose pour Din Djarin, ça n'a servi à rien. Ce qui invalide aussi la fin de la saison 2, qui était plutôt pas mal, et avait su créer un engouement, même si on y recyclait du Luke Skywalker, ce qui est facile, il faut l'avouer. Bref, on était censé parler du film The Mandalorian and Grogu, je sais, mais c'est impossible de l'aborder sans vous donner un minimum mon sentiment quant à ce que vaut la série dont le long métrage est tiré. Un énième gâchis de la part de Disney en somme, qui semble essayer à tout prix de colmater les fuites d'un bateau qui, s'il ne sombre pas complètement, on l'a vu avec Andor, encore une fois, peine à se maintenir à flot. Donc quand arrive The Mandalorian and Grogu, le moins que l'on puisse dire, c'est que j'étais dubitatif. Surtout avec certains teasers qui jouaient à fond la carte du délire régressif. Rien que le choix de la police du titre, c'est une annonce au retour du pulp. Sauf que je savais plus comment me positionner vis-à-vis de ça, vu que la série, comme je l'ai expliqué, n'était plus vraiment dans cette démarche. Où est la cohérence artistique? C'est quoi l'objectif? Et résultat... Je vais être honnête avec vous, je suis un peu perdu. On retrouve Din et Grogu qui travaillent pour la Nouvelle République. Leur mission, débusquer d'anciens impériaux afin de les traduire en justice. Une de leurs missions les amène à collaborer avec les jumeaux Hutt, qui l'envoient sauver leur neveu, Rota, Hutt, fils de Jabba et héritier de son empire, en échange d'informations sur la localisation d'un officier impérial. Oui bon, en fait, on va aller vite. Il se passe des trucs, Rota est un chic type pour un Hutt, Din le sauve de sa condition de combattant d'arène, et coup de bol incroyable, l'impérial qu'il recherchait était le même mec qui forçait notre jeune Hutt à combattre. Donc le Mandalorien ne le livre pas à son oncle et sa tante, car en fait, il voulait le tuer, ils sont pas contents, donc les deux mollusques envoient un chasseur de primes capturer Mando. Ils ont aussi réussi à choper Rota, pif paf pouf, Din Djarin et Grogu parviennent à se libérer suite à une multitude de péripéties, les jumeaux meurent, Rota va pouvoir prendre son destin en main, Din et Grogu partent pour de nouvelles aventures, et c'est fini. Que dire? J'ai pas passé un mauvais moment, voilà. Mais moi quand je dis un truc comme ça a autant de valeur que le silence. C'est sympatoche si on aime un peu la série. L'amour filial entre les deux héros est là, il y a de l'humour qui passe bien, quelques propositions pas inintéressantes, genre toute une partie du film où Grogu est seul à essayer de sauver Mando avec presque aucun dialogue. Il y a tout un passage aussi où il part à l'aventure avec les petits gars de la même espèce que Babu Frick, qui était le seul perso que j'avais bien aimé dans l'épisode 9. J'ai apprécié le côté attendrissant de la chose. Ça propose quelques idées sur l'univers de Star Wars qu'on n'avait jamais vu, comme plus de détails sur le mode de vie des Hutt, ou le fait que Rota soit hyper baraque pour son espèce. Ce choix, ça, là, quand même, c'est pas mal. Parce que juste visuellement, ça introduit plein d'idées, notamment le fait que les Hutt ne sont pas par nature des limaces obèses, quoi. Mais que c'est plutôt leur mode de vie oisif qui les façonne ainsi. Et ça va avec leur rôle symbolique de profiteurs et d'exploiteurs qu'ils ont toujours eu. Donc ça apporte une espèce de logique inattendue à ce qu'on nous a toujours présenté d'eux, avec juste un détail. C'est pas con. Mais c'est tout. Le film ne raconte rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. À part cette aventure sans grande envergure, faut le dire, où on a juste des péripéties classiques qui s'enchaînent, c'est vide. Allez, il y a un peu le sujet de l'émancipation, avec Rota qui porte sur ses épaules le poids de l'héritage de son père, ancien parrain de crimes galactiques, le fait de trouver sa propre voie, et du coup ça fait un peu écho à la relation entre Baby Grandes Oreilles et le casqué. Mais c'est tout. C'est hyper bateau ce que je vais dire, mais c'est juste un long épisode de la série, qui revient à l'ambiance qui était proposée dans la première saison. Sauf que ça ne marche plus. Bah oui, parce que comme The Mandalorian s'était éloigné de ce type de récit, maintenant, ils ont créé une situation où on est dans l'attente d'autre chose. Perso, j'avais essayé de rester assez vierge avant de voir le film, et je pensais vraiment qu'ils allaient explorer les origines de Grogu, ou plein d'autres trucs. Faire évoluer l'histoire, quoi. Bon raté. Mais en plus, sur ce type de format long, ça n'a aucun sens.
Ce qui faisait que ce type de récit simple fonctionnait avant. On l'a vu, c'était justement le format épisodique, court, sans se prendre trop au sérieux. Avec la saison 3, ils étaient allés dans des trucs beaucoup plus grandiloquents, donc ça ne marchait pas. Et là, avec un film, donc un autre format, mais qui se prête plus à l'exercice, on tire finalement un trait sur le dernier cap narratif et on revient en arrière. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt artistique de faire ça? En plus, juste d'un point de vue économique, c'est un sacré revirement de la part de la société aux grandes oreilles, qui a essayé de capitaliser à fond sur sa plateforme ces dernières années. Je suppose qu'une sortie ciné rapporte plus sur le court terme et que le modèle économique des plateformes pose problème sur ce genre de production. À qui ça s'adresse? Quelle est la démarche? Surtout de la part d'une œuvre aussi simpliste, sans ampleur, du Star Wars fast-food, où on sent bien que le budget est réduit, 165 millions de dollars, soit le plus petit budget d'un film de la saga. Des facilités scénaristiques de fou, des designs de vaisseaux qui des fois semblent faits à la truelle, des environnements complètement génériques, notamment une planète Blade Runner du pauvre, des effets spéciaux des fois très limites, des incrustations ratées. Techniquement, c'est très loin d'être au niveau. Même les scènes d'action sont pas folles. Alors oui, il y a de la caméra portée, du plan séquence avec des enchaînements inspirés de John Wick, mais ça fait que les singer sans aucune maestria. Ah, et l'étalo est vraiment dégueulasse, encore pire que dans la série. C'est une question de goût, j'en conviens, mais ils ont un problème avec les couleurs. C'est quoi ça? En fait, c'est la première fois qu'un film Star Wars donne une impression aussi mal finie. Je veux dire, même l'épisode 9, c'était nul, mal écrit, tout ce que tu veux, mais tu avais le sentiment de regarder un film Star Wars. Ici, c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'ils essayent à la fois de capitaliser sur l'une de leurs séries les plus fortes et identifiables de l'époque, The Mandalorian, et d'aller au cinéma avec un film à budget réduit pour rentabiliser plus facilement l'investissement, et une fois le film sorti, ils croisent les doigts, mais c'est juste ça quoi, pour que la sauce prenne et que ça génère de la thune tout en étant un succès populaire qui relancerait la saga sur grand écran, et avec de la chance auprès d'un nouveau public. Mais ça tient de l'illusion collective. C'est clairement pas avec ce film que tu vas faire revenir les gens au cinéma pour regarder du Star Wars. C'est évident, tu ne peux pas construire sur l'avenir avec The Mandalorian and Grogu. Je dis pas, ça peut plaire à certains gosses, et des gens qui s'en foutent de Star Wars, ça peut aussi les contenter, mais ce film ne peut pas créer un élan populaire suffisant pour avoir un réel effet sur le long terme. Déjà, je pense qu'il y a que les épisodes numérotés qui peuvent avoir ce genre d'effet, hein. Et encore, avec la post-logie que tout le monde déteste, qui a fortement écorné l'image de la guerre des étoiles, ça restera à prouver avec une nouvelle trilogie ambitieuse. Et puis, il ne faut pas négliger un aspect, le fait que Star Wars, ça n'est plus rare. Donc les gens en ont un peu marre, ou à minima, et indépendamment de la qualité réelle de ce qui sort, c'est devenu commun, donc moins fédérateur. La rareté est un bien précieux qui unit les gens, et je sais pas comment ils vont faire pour relancer cette passion. Même moi, elle est plus là, plus vraiment. Et elle revient que sporadiquement, lorsqu'il y a des surprises inattendues, comme Andor, encore une fois. Ce problème de positionnement, il y a un personnage qui le montre plus particulièrement, Zed Orrelios. Si le film prend le temps de réintroduire un peu Mando et Grogu, encore heureux d'ailleurs, pour Zed, rien. Alors les gros aficionados de la saga le reconnaîtront, c'est un des personnages principaux de la série animée Rebels, et il était apparu rapidement en caméo dans la saison 3 de The Mandalorian. Mais pour tout être vivant qui n'a pas vu Rebels, et ça fait un paquet de gens, même chez les fans de Star Wars, c'est personne ce type. Pourtant, il est juste assez présent dans le film pour que ça soit significatif, mais sans aucune caractérisation de qui il est, de ce qu'il veut. C'est une coquille vide, et il apporte rien, à part une rapide scène d'action. Sa présence est gratuite, et sans aucune assise narrative pour la justifier, surtout auprès d'un spectateur lambda. Et le personnage de Sigourney Weaver, c'est pareil, elle n'a aucun intérêt. La seule chose qui justifie son existence, c'est que c'est Sigourney Weaver. On utilise l'aura de l'actrice comme représentation symbolique, sans se faire chier une seule seconde à en créer via son personnage. Et je dis ça parce que vu qu'elle apparaît à peine 3 ou 4 fois dans le film, très rapidement, on aurait pu donner le rôle à quelqu'un d'autre sans que ça ne change rien. Mais ça aurait changé la com du film autour de la présence de l'actrice. Point. Donc Sigourney, elle est là juste pour la pub, sans qu'on ne cherche à utiliser ses talents d'actrice. Avoir des têtes d'affiche, ça doit avoir 2 raisons. La pub, le marketing, faire venir les gens, je l'entends. Mais faut donner des rôles qui servent à quelque chose, faut qu'il y ait un truc, quoi, putain. C'est pas Joel Clodo. C'est pareil pour le chasseur de primes, là, Embo. Quel nom de con, ça aussi. C'est aussi un mec qui vient des séries animées Star Wars, et il est là que pour ça. Est-ce qu'il a des capacités particulières? Une attitude particulière? Un truc quoi? Non, c'est l'archétype du chasseur de primes basique. Ça aurait été un autre mec, c'était la même chose. Et c'est très représentatif de ce que le film me fait ressentir. On ne crée pas, ou peu,
on réchauffe. En plus, tout y semble un peu factice, et pire, le film n'apporte rien que ça soit dans l'évolution des personnages, de l'univers, des thèmes abordés par rapport à la série. Il y a un vrai manque d'ambition. On dirait juste que Jon Favreau, le réalisateur, et Dave Filoni, là, qui est au scénar avec lui, avaient envie de se taper un petit délire entre potes. Mais c'est tout. Pourtant, il m'est arrivé d'apprécier certains moments. Je suis pas ressorti complètement dégoûté du film, mais je pense que ce n'est dû qu'au fait qu'il me restait un peu de tendresse pour la série originelle. Ce qui est indépendant du film pour moi. Il devrait me plaire par lui-même et par les nouveautés qu'il proposerait. Mais à ce niveau-là, on n'y est pas. Donc vraiment, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Est-ce que le film Star Wars Starfighter saura proposer autre chose et sortir du marasme artistico-économique dans lequel se trouve la saga ? Je pourrais vous le dire que l'année prochaine. Et je vous dirais bien de garder espoir, mais le souci c'est qu'avec ce qui nous sort, on en vient à s'interroger sur la pertinence même du concept d'espoir. Ce qui est un comble pour Star Wars. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo Nexus 6 Get Funky Deliver Die est toujours en cours. On a besoin de vous pour rendre le jeu encore plus cool. Donc si ça vous intéresse, merci pour votre soutien. Je n'ai pas encore la date exacte de la fin de la campagne, mais ça va pas tarder, donc n'hésitez pas. Et mettez le jeu dans votre wishlist Steam, c'est hyper important pour nous, ça permettra peut-être d'aller voir des éditeurs, des gens du milieu qui seraient intéressés par le projet. Si vous les avez manqués, foncez voir les dernières vidéos de la chaîne sur Robocop 3 et Rogue One, et suivez Nexus 6 et Slexno sur Twitch en masse, ça nous fera plaisir de vous retrouver là-bas également. Abonnez-vous, partagez et boostez cette vidéo, soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.